Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Aider l'entrepreneur à se financer efficacement, le challenge d'Eldorado. Adrien Chaltiel, CEO et cofondateur d'Eldorado à Paris. Il y a 3 grandes familles de financement qui sont d'ailleurs présentes chez Eldorado. C'est le financement bancaire, la dette, bilan, etc. Donc, ce qui est constitution de fonds propres, prêt croissance ou prêt en complémentarité d'une levée de fonds, par exemple, en effet de levier. Il y a ensuite la deuxième grande famille, c'est les financements non dilutifs. On les appelle aussi les financements publics, majoritairement représentés par BPI France, mais aussi par un certain nombre d'organismes en France, les régions, des réseaux comme le réseau Entreprendre, etc. Et la troisième catégorie, la grande, celle qu'on connaît vraiment bien aussi, c'est les levées de fonds, donc le financement privé, le VC, le venture capital, le capital risque. Cette semaine, nous étudions avec Adrien le financement de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Ce dernier nous donne un cours magistral sur les différentes pistes de financement à disposition des entrepreneurs. Que ce soit les aides publiques, la dette ou encore les levées de fonds, vous aurez une image très parlante de la complexité que cela peut représenter pour ces jeunes pousses et en quoi cela peut devenir critique en matière de développement du fait de la complexité du sujet et du manque de connaissances. Cette friction est une véritable aubaine pour Adrien et son équipe qui se positionnent comme une plateforme de mise en relation entre investisseurs d'une part et entrepreneurs de l'autre. Nous avons droit aussi à un super retour d'expérience sur le lancement et les premières années de la vie d'Eldorado, comment cette start-up a développé son tout premier produit, en quoi la génération de contenu a contribué à faire connaître ce SaaS et comment la crise sanitaire a permis également à Adrien et ses équipes d'accélérer l'activation du réseau. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Adrien. Bonjour Solène. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler aujourd'hui sur FinScale. Est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, de te présenter aux éditeurs que l'on salue et en particulier ceux qui nous écoutent de Suisse? Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Je suis ravi de faire ce podcast aujourd'hui. Donc moi, je suis entrepreneur depuis 15 ans maintenant, une quinzaine d'années. Je suis avocat de formation, mais je n'ai jamais pratiqué le métier d'avocat. Dès la fac de droit, je commençais à faire des projets associatifs qui sont transformés en sociétés. J'ai eu la chance d'en revendre 2 d'entre elles en 2014 à un groupe de médias, puis de devenir investisseur, ce qui fait que j'ai pas mal d'expérience puisque je suis au board, j'ai été au board ou je suis au board encore d'une vingtaine de startups dans lesquelles j'ai investi. Ça m'a donné l'idée de démocratiser l'accès au financement qui est très complexe en créant Eldorado, qui est mon dernier projet. Parfait. Et tu peux nous dire un petit mot sur les pépites tech ? Oui, complètement. Donc, en fait, quand j'ai créé Eldorado, c'est assez intéressant comme aventure entrepreneuriale. Je ne pense pas que ce soit le sujet du podcast, mais en gros, j'étais DG d'une boîte de 150 personnes et après mon vesting de 3 ans, du jour au lendemain, je suis passé tout seul face à mon ordinateur et à ma feuille blanche et j'ai commencé à créer Eldorado tout seul, puis en recrutant 1, 2 stagiaires, une alternante, etc. Et j'ai rencontré par le hasard des rencontres Thibaut et Sylvain, qui sont aujourd'hui mes associés, qui ont créé les Pépites Tech quand ils étaient à New York, qui est l'annuaire officiel de la mission French Tech. Ils ont créé ça en side project. Et quand j'ai créé Eldorado, qui est une plateforme de financement, de mise en relation entre entrepreneurs et financeurs, et eux avaient un annuaire de start-up super actif avec énormément de trafic, on s'est associés et on a décidé que l'union faisait la force, ce qui est le cas depuis plusieurs années maintenant. Parfait. Et ils sont basés à New York ou vous êtes tous Alors basés en France ? maintenant, non, eux sont des entrepreneurs qui voyagent et qui suivent leur femme, puisqu'il y en a un qui est à Seattle parce que sa femme travaille chez Amazon. Donc, c'est le CTO d'Eldorado et des Pépites Tech aujourd'hui, Thibaut. Et puis Sylvain est à Genève puisque sa femme travaille à l'ONU. Donc, on a déjà une culture remote ou télétravail très forte chez Eldorado et qu'on a réussi à bien s'adapter ces derniers mois. Génial, merci beaucoup. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est d'en savoir plus sur le financement de ces sociétés. Alors, c'était important pour moi qu'on précise tout de suite la distinction qu'on fait, parce qu'on parle beaucoup des startups. J'en parle beaucoup sur FinScale. Il y a pas mal de startups et scale-up qui sont venus nous parler, mais l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus large que ça. Est-ce que tu pourrais juste nous expliquer, de ton point de vue, ce que c'est qu'un entrepreneur et ce que c'est qu'une start-up ? C'est assez basique comme question, mais je pense que c'est intéressant parce qu'en termes de financement, ce n'est pas du tout la même chose.
Ouais, c'est très, très intéressant comme question parce que ça peut être une réponse qui est très large. Un entrepreneur, ça peut être un boulanger, ça peut être un garagiste, un cabinet d'avocats, une start-up, un franchisé. C'est très large. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est indépendant, qui crée sa structure juridique. Donc souvent, ça peut même être un freelance qui se lance à son compte, puisque il y a ce côté solitaire au démarrage, s'en sortir avec son activité, quelle qu'elle soit. Donc la définition d'entrepreneur, elle est très très large en termes de secteur, de catégorie d'entreprise. Et on en parle beaucoup quand on parle des startups, parce que les startups, même si c'est un petit point dans l'économie globale, c'est celle qui fait le plus de bruit parce qu'il y a des recrutements, il y a des levées de fonds, il y a de l'innovation, donc forcément des usages nouveaux, etc. Or, il y a énormément d'entrepreneurs, et d'ailleurs la France est un terre d'entrepreneurs. Quand on regarde les entreprises du CAC 40, il y en a encore énormément qui sont fondées par des personnes, soit dans les 100 dernières années, du dernier siècle. Et puis, les startups sont un peu la continuité de ce terrain d'entrepreneurs qu'on a en France, puisque on a des ingénieurs, des bonnes écoles, etc. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui peuvent créer des innovations en ayant dans le sens cette catégorie d'être entrepreneur. Après, donc, quand on voit tout ça, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de catégories d'entrepreneurs. Nous, on aime bien les découper pour dire, voilà, un entrepreneur start-up, c'est pas la même chose qu'un entrepreneur qui crée son cabinet d'avocat ou autre. Et du coup, les financements adaptés ne sont pas les mêmes. Et l'éducation aussi, la connaissance financière de ces personnes-là n'est pas non plus la même. Le besoin d'accompagnement est aussi différent. Dans la définition d'une startup, il y a la notion aussi de scalability et repeatability. Donc, ça rend aussi les besoins en financement totalement différents avec cette notion de croissance rapide et donc de beaucoup, beaucoup de cash. Et donc, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de levées avec des montants qui sont assez impressionnants, surtout quand toi, tu es entrepreneur et que, par exemple, tu crées ton cabinet d'avocat. Tu n'as pas du tout ce même besoin de cash qu'une startup. Exactement. Et même au sein même des startups, il y a un débat entre levée de fonds et autofinancement, qui n'est pas un vrai débat en fait, parce que c'est deux choses totalement différentes. Mais même au sein des startups, il y a ces deux catégories de personnes qui vont plutôt vers l'hypercroissance et les levées de fonds pour accélérer et mettre du fuel dans le moteur très vite pour aller très vite et très fort. Et puis, il y a même des startups qui préfèrent garder leur capital, faire une croissance un peu plus saine, surtout après l'année Covid, etc. Rationaliser les coûts, faire plus progressif et moins agressif en termes de croissance. Mais sinon, oui, tu as raison. Dans la définition startup, c'est ça, c'est l'hypercroissance et les business plus traditionnels. Je mets bien des guillemets parce que ça ne veut pas dire que c'est pas du tout intéressant ou pas du tout innovant non plus, mais c'est moins de l'hypercroissance et de l'hyper besoin de financement. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus cash burn que les autres? Je sais pas, la big tech, le hardware, par exemple. Par essence, il y a des domaines d'activité qui sont très consommateurs de cash avec une horizon de revenus très lointaine. C'est en particulier la medtech ou la biotech, où on a une très forte connaissance en France. On a des biotech qui commencent à être vraiment très bien marchés, BioSerenity, etc., qui sont dans le Next 40, là, les classements des 40 plus grandes opportunités de licorne qu'il y a en France, et qui sont consommateurs de cash énormément, puisqu'il faut faire des tests cliniques, précliniques, un certain nombre de coûts très, très importants de recherche et développement, pour ensuite potentiellement mettre sur le marché une molécule, un process médicamenteux, etc. Donc, il y a des secteurs qui sont très consommateurs de cash. Et à l'inverse, il y en a qui sont absolument pas consommateurs de cash, voire même qui ne devraient même pas lever des fonds. Par exemple, le SaaS, les logiciels ou le software. Une fois qu'on a des clients et de la répétabilité, on peut normalement faire une croissance assez rapide sans avoir besoin de beaucoup de cash. Mais c'est quand même des secteurs qui lèvent beaucoup parce que les investisseurs, surtout français et allemands, adorent le business model SaaS qui a l'avantage de faire des projections très claires sur le revenu mensuel récurrent. Donc, l'horizon financier est beaucoup plus clair pour ces investisseurs qui, du coup, investissent quand même dans ces entreprises pour accélérer la croissance. Mais il y a des domaines qui sont très consommateurs de cash aussi. La cybersécurité, aussi en France, qui est bien développée. Et il y en a qui ont moins besoin, effectivement. Parfait, merci beaucoup. Alors, intéressant de savoir, parce que les financements, moi, je les ai traités sur FinScale à plusieurs reprises, que ce soit via la dette,
ou éventuellement aussi l'initiation de tokens, l'ITO par exemple. Est-ce que tu pourrais nous faire un panorama des différents types de financement possibles pour des personnes qui montent des business en France et puis également en Europe? Complètement. Assez classiquement, il y a 3 grandes familles de financement qui sont d'ailleurs présentes chez Eldorado. C'est le financement bancaire, la dette, le bilan, etc. Donc, ce qui est constitution de fonds propres, prêt croissance ou prêt en complémentarité d'une levée de fonds, par exemple, en effet de levier. Il y a ensuite la deuxième grande catégorie, grande famille, c'est les financements non dilutifs. On les appelle aussi les financements publics, majoritairement représentés par BPI France, mais aussi par un certain nombre d'organismes en France qui délivrent des financements non dilutifs, les régions, des réseaux comme le réseau Entreprendre, etc. Et la troisième catégorie, la grande, celle qu'on connaît vraiment bien aussi, c'est les levées de fonds, donc le financement privé, le VC, le venture capital, le capital risque, on peut mettre un peu tous les noms qu'on connaît là-dessus. Donc en gros, il y a ces 3 familles de financement. Après, on peut rajouter peut-être quand même tout ce qui est financement alternatif. Pardon, je Ouais. t'interromps. Dans quelle proportion on va retrouver ces différents financements? Alors en France, c'est un package, tout ce qui est financement public, c'est un package d'environ 20 milliards d'euros par an dans l'innovation. Il y a les financements directs et indirects, donc tout ce qui est subventions, prêts, etc., sont des financements directs. Et la France est très connue pour ses avantages fiscaux et sociaux, comme le crédit d'impôt recherche, le statut JEI, jeune entreprise innovante, qui permet de faire des financements indirects, c'est-à-dire qu'on ne rend pas de l'argent qu'on doit aux impôts ou à l'URSSAF. Donc ça, c'est 20 milliards d'euros. Le financement bancaire, traditionnellement, c'était autour de 200 à 500 millions d'euros avant Covid. Ça a explosé après Covid puisque il y a eu le prêt garanti État, donc les PGE qui ont été très démocratisés depuis mars 2020 pour lutter face au Covid. Du coup, il y a eu un très fort soutien bancaire à l'entrepreneuriat au sens large, mais aussi aux startups. Donc, on est monté à 3,5 milliards l'année dernière de financement bancaire dans l'écosystème. Et puis, l'écosystème VC, c'est 5,5 milliards de financement. C'est l'écosystème qui grandit le plus. En 2020, c'est 5,5 milliards d'investis dans les startups françaises. 65% sont des fonds de VC. Après, il y a des corporates, des family office, des business angels, évidemment. Et puis, c'est un écosystème qui grandit chaque année puisqu'il y a plus en plus de fonds d'investissement en France et plus en plus de fonds qui lèvent des sommes importantes. Donc, les sommes sont tirées vers le haut. Donc, au final, c'est quasiment 30 milliards d'euros qui sont alloués aux startups en France par an. Parfait. Si on regarde au niveau CVC et VC, est-ce que tu peux nous donner une idée du nombre de fonds actifs qui existent en France, hein? Je ne pense pas forcément des fonds étrangers et les fonds en corporate venture. Alors, effectivement, il y a 190 fonds, enfin sociétés de gestion en France qui opèrent des investissements dans la tech et l'innovation, le numérique au sens large. Plusieurs catégories, hein. Rien que dans les fonds VC, on pourrait en parler 1 heure, mais il y a les fonds classiques, il y a les fonds spécialisés, seed, robotique, etc. Il y a les fonds private equity qui font du venture, il y a les fonds impact qui investissent dans des sociétés impact, donc parfois des startups. Donc, il y a plein de catégories. Et en gros, 190 sociétés de gestion, un peu plus de fonds, du coup, puisqu'il y a des générations de fonds. Et en revanche, les corporate ventures qui ont un peu baissé leur activité l'année dernière du fait du Covid, etc., et de la priorisation des corporates. Il y a 80 structures, nous on en référence 80 structures de corporate venture en France qui sont très larges, hein, parce que ça peut être le fonds digital d'Orange avec 250 millions sous gestion, jusqu'à un corporate, une agence de communication qui alloue 800 000 euros par an à de l'investissement dans des sociétés innovantes. D'accord. Donc ça va assez large en fait comme capacité d'investissement. Et ces fonds de VC et de CVC vont accompagner les startups du seed aux séries C, etc. Ou est-ce qu'on va plus s'en retrouver à certains moments de la vie des startups? Alors, les VC en France, traditionnellement, c'est un secteur qui est très syndiqué, pas dans le sens syndicat représentatif, non, mais qui est dans le sens, les tranches d'investissement sont assez définies. Il y a des fonds seed, puis après, quand la société croît, on va avoir un fonds série A ou série B, etc., pour grandir et ouvrir son capital à d'autres horizons et d'autres catégories d'investisseurs. Traditionnellement, je le dis parce que dernièrement, les derniers fonds qui lèvent beaucoup d'argent sont capables d'avoir un éventail plus large d'investissement. Et grosso modo, un fonds plutôt bien actif en France qui lève plus de 100 à 150 millions d'euros doit être capable d'avoir une équipe seed jusqu'à faire de l'investissement en série A, série B.
traditionnellement, quand c'est une première génération de fonds, ils vont garder une opportunité de réinvestissement. Donc, ils vont garder leur poche d'investissement série A, série B pour les entreprises seed qui marchent bien. Mais sinon, c'est assez fluide en France. La capacité de trouver des fonds par plusieurs fonds d'investissement, c'est un petit milieu qui communique vraiment bien. Pour les entreprises qui fonctionnent, on trouve assez facilement des relais d'investissement adaptés avec des fonds adaptés en fonction des séries. Ok, top. Merci beaucoup, c'est hyper clair. Alors, si on prend un entrepreneur, quelqu'un qui crée une start-up qui est tout feu tout flamme, qui commence déjà à avoir de l'attraction sur son produit, etc., et qui souhaite accélérer et aller chercher des fonds, quelle est en général la pratique naturelle et en quoi est-ce inefficient? C'est une bonne question. Le parcours traditionnel d'un entrepreneur, le parcours de financement, commence par les financements non dilutifs et le soutien à l'innovation en France, qui est représenté, comme je le disais tout à l'heure, par BPI France. Donc, généralement, on fait un apport en fonds propres, voire en compte courant dans la société pour renforcer les fonds propres. Et on va chercher la BPI qui va nous donner une première subvention. Généralement, c'est la bourse French Tech ou l'InnovUp. Il y a plein de noms d'acronymes qui est 30 à 45 000 euros de démarrage. On peut en parallèle faire un prêt d'honneur auprès d'organismes spécialisés. C'est un prêt pour les dirigeantes ou dirigeants qui investissent ensuite dans leur entreprise. Et donc, on peut déjà avoir un package d'environ 50 à 100 000 euros assez facilement. Je mets des guillemets parce qu'il faut quand même démontrer une capacité d'innovation, des fonds propres, le faire en temps et en heure, etc. Mais on peut avoir cette première poche de financement avant d'aller chercher des relais qui sont soit du financement participatif, crowdfunding, crowd equity, crowdlending, soit du coup partir sur un tour de seed ou de pré-seed avec des business angels de plus en plus actifs en France, qui se diversifient beaucoup, qui se renouvellent beaucoup, l'écosystème du business angel, pour des tours qui avant étaient traditionnellement entre 100 et 300 000 euros et qui ont augmenté entre 300 000 et 1 million d'euros ces dernières années, un tour de seed ou de pré-seed. Et après, comme je l'ai dit, quand ça marche, quand ça fonctionne, quand il y a ces besoins, on peut aller chercher du coup une complémentarité de cette levée de fonds avec BPI France qui va venir prêter de l'argent ou tous les organismes sociaux fiscaux pour ne moins payer d'impôts avec le crédit d'impôt recherche ou les statuts fiscaux et ensuite faire un tour de série A, série B, etc. Ça, c'est le parcours un peu classique, quoi. Mais ça se fait du coup, c'est des entrepreneurs qui vont avoir déjà un réseau ou est-ce qu'ils vont aller, parce que tu parlais des business angels, les business angels, c'est pas des personnes. Ouais, tu parles des business angels qui vont mettre des petits tickets, d'autres qui vont mettre des gros tickets. Comment est-ce que tu sais chez qui aller? effectivement, c'est un sujet, l'accès aux investissements, d'où l'existence d'Eldorado. Mais après, juste pour revenir sur ta première question sur pourquoi ça peut être inefficient, c'est que la complexité, et puis ça rejoint ta question de comment trouver des business angels, c'est que la course au financement, elle peut être piégeuse pour les entrepreneurs et on peut se tromper, voire perdre beaucoup de temps, c'est très chronophage, se défocus du coup du développement du produit ou du service en question. Oui. Et puis, c'est parfois dur pour le moral parce que quand on va voir 100 business angels, qu'on a 85 non, 10 peut-être et 5 oui, mais pas trop, ça fait un peu mal au moral. Donc, il faut comprendre aussi que ça peut devenir inefficient et que c'est pas fait pour tout le monde rechercher des financements. Il faut avoir un certain bagou et talent pour ça, on va dire. Après, c'est important quand on est entrepreneur d'être bon gestionnaire et de savoir les bons relais de financement. Et trouver des investisseurs, ça fait partie du rôle des dirigeantes ou des dirigeants. Nous, généralement, là-dessus, on donne plusieurs conseils. On dit, le premier qui est le b.a.-ba et qui est le plus important, c'est aux dirigeantes et dirigeants de faire vivre leur marque et leur réseau sur LinkedIn, un blog, un médium, etc., dans leur domaine et leur secteur d'activité. Parler d'eux, faire parler d'eux, c'est un peu ce qu'on a au tout début quand on est entrepreneur. On n'a quasiment que ça. On crée une marque avec un logo. C'est la chose la plus simple quand on crée une entreprise, créer une identité. La faire vivre, c'est autre chose. Et attirer des personnes pour la faire vivre, parce qu'après, dès qu'on va partir en levée de fonds, il y aura au moins une surface de personnes qui nous connaissent. Après, il y a évidemment les anciens de l'école, de l'université, les anciens des précédents travails dans lesquels on était, si on a quitté un travail. Ce sont autant de réseaux à lancer. Et puis aujourd'hui, dernière chose pour finir là-dessus, c'est il y a moins d'événements, mais il y a des événements digitaux pour trouver des investisseurs. Il y a des réseaux, il y a Eldorado, il y a LinkedIn, etc. pour aller un peu à la chasse de connaissances de personnes et se faire rencontrer un maximum de personnes. L'avantage que ça a aujourd'hui, nous, on trouve que c'est un avantage depuis un an, c'est qu'on fait des calls de 30 minutes. Avant, on prenait des cafés d'1 heure et on mettait 45 minutes pour aller au café. Donc, en fait, en 1h45, on peut rencontrer 3 personnes, là où on n'en a rencontré qu'une avant. Et du coup, faire
plus d'introductions qui peuvent être actionnées en levée de fonds quand on cherche des fonds. Et alors, dernière question sur ce sujet-là. On a parlé donc beaucoup du early stage, mais une fois que la boîte est lancée, qu'elle existe depuis quelques années, il y a toujours quand même un besoin de financement, potentiellement une envie d'accélérer, d'aller déployer à l'international. Donc, est-ce qu'il y a à nouveau des problématiques qui se posent quand les sociétés sont plus matures ? Oui, alors moins concrètement, parce que le rôle des fonds d'investissement, leur travail, c'est quand même de vous trouver quand vous êtes en pleine croissance, etc. S'il y a une entreprise digitale qui a levé un tour de seed, qui est bien active dans son secteur, dans son marché et qui est en croissance pour avoir des potentiels besoins de financement, généralement, les fonds adaptés vous ont vu dans leur radar. Après, c'est peut-être pas le cas pour tous, et puis parfois il faut aller trouver des fonds ou des relais d'investissement qui sont qui sortent un peu des sentiers battus. Donc il faut quand même aussi faire ce travail de connaissance, mais ça se fait plus l'entonnoir est réduit, plus le nombre d'investisseurs est aussi réduit. Les investisseurs série B, série C, il n'y en a pas 300 en France. Donc, c'est assez rapide pour les entrepreneurs de bien connaître ces organismes et ces relais de financement, ces fonds. Mais du coup, d'ailleurs, c'est ce que tu disais, c'est qu'il appartient même à ce stade-là aux entrepreneurs de bien les connaître. Donc, de faire son homework, de bien comprendre qui sont les fonds d'investissement, voire de se faire introduire, même si on n'est pas en levée de fonds, pour au moins se faire connaître. Oui. Ça fait partie du rôle aussi du dirigeant, même après les premiers financements. Parfait, merci beaucoup pour cette grosse première partie de discussion qui est hyper enrichissante. Si on parle maintenant d'Eldorado et donc du pain sur lequel vous travaillez, à savoir tout l'accompagnement sur le financement, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est mis en place, votre société ? Comment vous avez fait venir vos premiers investisseurs, vos premières startups ? Alors, j'imagine que tu avais déjà un bon réseau, mais que tu nous donnes un petit peu de feedback sur les premiers mois d'Eldorado. C'est une super aventure entrepreneuriale qui, déjà, la première chose, c'est qu'il prouve que même quand on a créé des entreprises avant, qu'on en a revendu, qu'on a investi dans des entreprises, repartir de zéro, c'est vraiment repartir de zéro. Toutes les croyances qu'on peut avoir, on a les mêmes cul-de-sac qu'on doit emprunter, etc. Et c'était le cas pour Eldorado parce que, comme tu le dis, j'avais créé des entreprises et je connaissais bien le secteur et pour créer Eldorado, ça aide. Mais il n'en va pas dans l'aventure entrepreneuriale, il y a tout autant de défis et c'est pour ça qu'on est passionné chez Eldorado. Et moi, je l'ai créé à la base parce qu'il y avait ce gap dans l'accès au financement, cette jungle qui est assez incompréhensible. On a une terre d'entrepreneurs et on a la chance d'avoir un paradis de financement en France. C'est un vrai paradis fiscal, c'est un vrai paradis financement. Et pourtant, il y a des entrepreneurs qui soit ne trouvent pas de relais de financement ou de financement adapté, et du coup c'est dommage, soit trouvent les mauvais, soit il y a des investisseurs qui ne trouvent pas toutes les entreprises dans lesquelles ils auraient pu investir. Donc il y avait cette frustration que je voyais et qui existe encore sur quel bon relais de financement à trouver et personne qui les accompagnait. Principalement, c'était des cabinets de conseil ou des leveurs de fonds, etc. Mais pas d'outils qui permettent vraiment d'être aiguillé en ligne et d'avoir cette forme de guichet unique, puisqu'on s'est tout de suite positionné. L'ADN de base d'Eldorado qui est tout de suite ici, c'est l'exhaustivité de pouvoir traiter de toutes les catégories d'entrepreneurs pour qu'ils trouvent tous les types de financement. Et le défi, il est là. Donc, pas que les startups. Vous êtes aussi sur de l'entrepreneuriat plus traditionnel. Alors, on commence progressivement. Effectivement, c'est une des grandes nouveautés cette année, c'est qu'on ouvre la plateforme à d'autres besoins de financement que le financement de l'innovation. Mais c'est vrai que depuis quasiment 4 ans, on a fait que le financement de l'innovation, donc les startups, qui est le domaine que je connais particulièrement, Thibaut et Sylvain, mes associés aussi, et on a commencé par là. Et quand on a commencé, on a eu la même problématique puisque nous, c'est une place de marché, c'est une mise en relation entre les porteurs de projets et les sources de financement, investisseurs, banques, financement public, etc. On a eu le même problème qu'ont toutes les places de marché, c'est la poule et l'œuf. Et comment on fait venir des startups, comment on fait venir des investisseurs. J'étais dans les sites de recrutement avant, les premières boîtes que j'ai vendues, c'était des job boards, donc je connais très bien cette problématique-là et j'ai appliqué un petit peu les méthodes qu'on avait, à savoir, on constitue une très belle base de données, donc ça nous a pris 1 an et demi, de tous les financements, bien les catégoriser, trouver les bonnes API avec les aides entreprises, la BPI, etc. Et une fois qu'on a une belle base de données, on fait la promotion aux startups. On avait un petit unfair advantage puisqu'on avait cet annuaire de startups dont on parlait au début, les Pépite Tech.
Mais donc, ça nous a servi à amorcer la pompe et aller assez vite en termes de promotion, de marque, d'identité. Ouais. Après, ça nous a pas aidé pour trouver le bon business model, tester les bonnes choses, etc. Ce qui a pris un petit peu de temps au démarrage. Ouais. Mais en gros, le pain était là et la poule et l'œuf qu'on a créé, on l'a fait comme ça. Parfait. Alors actuellement, la plateforme se présente comment ? Alors en fait, aujourd'hui, c'est assez simple. C'est un entrepreneur ou une entrepreneur, quel que soit son type de projet, se connecte sur Eldorado, remplit un petit formulaire juste de connaissances sur son activité avec quelques critères et va avoir automatiquement, c'est du freemium, hein, donc c'est un SaaS, toutes les sources de financement qui sont adaptées à son projet. Donc bancaire, public, levée de fonds, business angel. Donc nous, on a une énorme base de données, par exemple, d'investisseurs, fonds, family office, business angel. On ne donne pas 4500 noms avec un Excel aux J'espère. entrepreneurs. On va leur donner Ouais. les 60 business angels, les 10 fonds d'investissement à vraiment avoir dans le radar, etc., pour qu'ils puissent se mettre en relation et potentiellement trouver des investissements comme ça. Donc après, le freemium, une fois que les entrepreneurs veulent bénéficier des mises en relation, de la visibilité auprès des sources d'investissement, des templates, d'outils pour leur stratégie de financement, ils payent un SaaS qui est de 49 € par mois, sans engagement, et qui suit un peu toute leur stratégie de financement. On aime bien dire qu'on est un peu le welcome to the jungle, mais du financement, c'est-à-dire être sur une communauté d'entreprises qui sont visibles d'une très grande communauté d'investisseurs. Et c'est là où on réussit à faire ces mises en relation qui sont importantes pour trouver des investissements. Oui, alors je précise aux auditeurs que Welcome to the Jungle, c'est un site qui permet de faire du recrutement, qui est Ouais, top. pardon. Alors, question que je me posais, c'est comment vous vous assurez que les startups qui s'onboardent, c'est pas du crappy business. Est-ce que vous avez un petit peu vous faites un peu de due deal quand même en amont? Oui, complètement. C'est à peu près le même qu'on faisait sur les pépites tech, puisqu'on reçoit effectivement beaucoup d'inscriptions. On a quasiment 2500 projets l'année dernière. Donc là, on était vraiment sur notre écosystème financement de l'innovation. Mais en France, c'est quasiment 200 à 220 000 nouvelles entreprises par an. Et c'est très large. Nous, sur l'écosystème de l'innovation, on est obligé de vérifier que ce soit des sociétés existantes, que ce ne soit pas des projets, qu'ils ont au moins un site web, un deck, une présentation, une crédibilité, une certaine crédibilité. Ce n'est pas des wannabe projets, etc. C'est vraiment effectif, des personnes qui travaillent à temps plein sur ce projet-là, et qui est une innovation qui peut être très large, hein, technologique, de services, environnementale, sociale, sociétale, etc. Une fois qu'on vérifie ces critères de base, on peut mettre en ligne la startup une fois qu'elle a aussi bien rempli son profil. Donc, nous, on a un seuil de complétion à 80%. On demande aux startups de remplir au moins 80% de leur profil pour faire fonctionner les algorithmes de matching entre les sources de financement et les entrepreneurs, mais aussi pour avoir une certaine crédibilité quand des investisseurs vont chercher dans le deal flow, qu'ils ne trouvent pas des projets qui soient soit loufoques, soit non existants, soit fake, quoi, tout simplement. Donc, on fait ce travail de filtre effectivement à l'inscription. Parfait. Alors, l'accompagnement, parce que j'ai vu que vous aviez une offre advisory, est-ce que tu pourrais nous dire déjà pour la mise en relation, comment ça se passe quand vous faites des présentations, par exemple, à un fonds VC, et puis l'advisory, ça consiste en quoi? Y compris M&A, j'ai vu d'ailleurs, vous en faisiez aussi sur le M&A. Ouais, c'est parce qu'il y a des entrepreneurs qui avaient ces besoins-là. En fait, Eldorado, c'est une plateforme, donc c'est 100% digitalisé. C'est d'aider les entrepreneurs à trouver des investisseurs. Ils payent leur SaaS, qui trouvent des fonds, des banques, du soutien public à l'innovation, etc. C'est le but d'Eldorado. Et à l'inverse, que les investisseurs trouvent des opportunités d'investissement et on a d'autres idées pour faire croître ce business model, etc. En revanche, on a certains projets qui sont très qualitatifs, qui demandent un petit peu plus d'accompagnement. Et sans créer une banque d'affaires ou une banque d'investissement, on a créé une offre un petit peu intermédiaire qui permet de accélérer leur levée de fonds et leur visibilité auprès des investisseurs pour certains types de projets ou pour BPI France. Et là, on va venir se rémunérer au succès avec un pourcentage des sommes qui sont investies dans ces projets à travers la plateforme. Généralement, c'est 3% des sommes qui sont investies en success fees parce qu'on va avoir un petit travail supplémentaire de conseil, donc d'advisory ou de mise en relation poussée pour aider ces entrepreneurs à encore plus lever, voire lever plus rapidement. D'accord. Et quand on parlait des mises en relation, c'est juste un match comme tu en as un sur Tinder. Exactement. Nous, parfois, on dit le Tinder du financement aussi. Hein. Donc, D'accord.
Alors, un autre point dont je voulais que tu nous parles, c'est le blog. Moi, je trouve que vous avez un blog hyper fourni. Franchement, bravo. Beaucoup de contenu très qualitatif que je relaye d'ailleurs de temps en temps dans ma newsletter. L'objectif, quand vous avez monté ce blog, c'était, j'imagine, de vous faire connaître. Est-ce qu'il y a aussi une visée d'accompagnement pour diffuser la bonne parole et accompagner les entrepreneurs ? C'est quoi l'objectif de ce blog ? C'est exactement les deux. En fait, c'est que quand j'ai créé, moi j'ai pu avoir la chance d'être investisseur et mentor d'entrepreneurs et le conseil que je leur donne le plus, que ce soit en B2C en particulier, mais aussi en B2B quand on a un marché bien ciblé, c'est de faire vivre sa marque. Et quand on est entrepreneur, on crée un beau logo, Eldorado, une belle page LinkedIn, Facebook, etc. Mais pour faire vivre sa marque et se faire connaître, il y a pas grand-chose à faire autre que d'être crédible très rapidement. Et pour être crédible très rapidement, il faut faire des contenus impactants qui remplissent deux missions. Du coup, la première, c'est quand même qu'il y a un manque dans cet écosystème de contenu pédagogique, que ce soit les organismes comme BPI France, ils en fournissent aussi beaucoup, mais pas assez large, pas assez détaillé. Et il y a des contenus journalistiques aussi qui existent. Il y a des médias tech en France qui sont très performants. Cependant, sur la stratégie de financement, sur le financement en tant que tel, on a vu qu'il y avait une opportunité d'aider plus les entrepreneurs à comprendre comment actionner les financements au bon moment. Et ce faisant, on fait de l'audience, de l'identité, de la crédibilité, puisque c'est quand même notre métier. Nous, c'est vraiment le financement de l'entrepreneuriat, donc on doit être les meilleurs là-dessus. Et quoi de mieux que d'avoir des contenus qui soient très utiles pour les entrepreneurs, et on espère continuer ces prochaines années dans ce domaine-là, quoi. C'est top. Et alors, je suis désolée, j'ai oublié de te poser la question parce qu'on arrive en fin de discussion, mais vous êtes combien maintenant chez Eldorado ? On est 15 chez Eldorado. On est 15. Tous en remote. On avait des bureaux Sentier. Maintenant, on est à Station F. Mais on a une culture très télétravail et travail à distance. Et qui se répartit comment ? En gros, on a la moitié des équipes qui sont tech, produits, et l'autre moitié qui sont plutôt sur la partie financement, accompagnement et qualification des projets. Parfait, merci beaucoup. Alors, pour clôturer, tu le sais, je demande toujours un livre. Alors, ça tombe bien, parce que tu as écrit un livre. Je pense qu'on va recommander ton bouquin, non ? Je vais me recommander moi-même, ça fait totalement imbu, mais c'est à propos, c'est la continuité un peu de ce que je te disais avant, hein, c'est que aussi bien sur l'écosystème du financement et de l'entrepreneuriat, il y a plein de contenus, mais sur Internet ou quoi, mais qui est très éclaté et pas très dédié sur l'intérêt entrepreneurial de la stratégie de financement et la stratégie vraiment de trouver des financements adaptés à son projet. Il y a plein de livres qui disent sur le financement d'entreprise, mais qui sont des livres assez techniques. Ça va parler de LBO, d'écrire les organismes, mais pas de livre entrepreneurial sur comment anticiper sa stratégie de financement, quel que soit son projet, et puis un livre assez global. C'est pour ça que Albin Michel et Eldorado se sont associés avec les éditions Vivibert qui est du groupe Albin Michel pour créer un livre que j'ai écrit. Donc, ça m'a pris 6 mois Bravo. De travail bien acharné avec des super partenaires, des retours d'expérience, des interviews, etc. pour avoir un livre très pratique pour tous les types d'entrepreneurs en fonction du stade de développement, si c'est de la création, du développement, de la croissance, de l'international, du rachat d'entreprise, d'une entreprise en difficulté, etc., de trouver les bons relais de financement au bon moment et d'avoir les bons réflexes. Donc, voilà ce qu'on a écrit et qui sort. Donc, on est super contents. Top. Bravo, félicitations. Merci. À bientôt. Merci Adrien. beaucoup et merci pour l'invitation. C'était super. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.